Et ça fait la transition avec Hugues Sibyl, notre dernier grand témoin, que je remercie vraiment d'être là avec nous. Il est vice-président du Crédit Coopératif, mais il est par ailleurs, il a été délégué interministériel à l'économie sociale et le fondateur, je peux dire, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont une formule coopérative fort intéressante et qui a été utilisée par de nombreuses organisations économiques de producteurs bio du réseau FNAP. On compte, je crois, plus d'une vingtaine d'organisations économiques sur la restauration à domicile. Il va y en avoir peut-être une dizaine qui sont sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc ça, c'est une formule justement de réinventer la coopération qui a beaucoup plus d'organisations économiques de producteurs en réponse au modèle qu'on a construit tout à l'heure, c'est-à-dire ouverture, concertation, interdépendance avec les territoires, etc. Donc ça, c'est très important pour nous, mais vous avez été aussi un des co-responsables de la Caisse des dépôts pour travailler sur la question des partenariats, du financement des territoires, du financement des innovations territoriales créées par les acteurs économiques, et donc il y a une dimension aujourd'hui qui est forte là-dessus, comment changer d'échelle, où trouver les investissements pour changer d'échelle, comment les pouvoirs publics peuvent accompagner ce changement d'échelle, en pariant sur ces innovations territoriales. Voilà un petit peu les enjeux qui font que ça me paraît vraiment important de vous entendre aujourd'hui. Merci, merci Julien. Bon, je suis très, très content d'être ici, d'abord parce que c'est bien d'écouter et donc de comprendre ce qui se passe dans un secteur comme l'agriculture bio. Bon, moi j'en suis un peu loin puisque je suis dans une banque coopérative qui est un partenaire d'agriculture biologique, mais c'est pas mon métier premier, donc j'apprends et c'est intéressant. Je suis aussi content d'être là parce que pour moi, être dans un amphi René Dumont, ça me rappelle des tas de trucs. Je peux vous dire, quand j'ai vu son nom là-haut, je me souvenais de sa campagne présidentielle. Je suis peut-être pas tout à fait de la même génération de la plupart des gens qui sont là, mais René Dumont, ça me parle. Voilà. Et puis je suis content d'être là aussi parce que le fait que vous soyez dans cette démarche de recherche-action me paraît extrêmement juste. Les Québécois sont très bons pour faire ce type d'approche et c'est très, très riche. Moi, je participe à une en ce moment qui est une démarche collective d'innovation pour les coopératives d'habitants avec la Fédération des coop HLM et je trouve que c'est très intéressant. Une première petite observation au passage, cette démarche dans le domaine des coopératives d'habitants, elle a le souci de déboucher sur les projets de loi. Parce qu'on a un projet de loi logement, il y a un projet de loi ESS, et donc je vous dis ça aussi au passage, c'est-à-dire que ce que vous fabriquer ici, il faut aussi se faire le souci de le relayer auprès de l'exécutif, du législatif, des gens qui prennent les décisions politiques. C'est important de leur rappeler ça. Donc moi, je voulais vous parler un petit peu du changement d'échelle avec ma vision d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire le monde coopératif, associatif, mutualiste. En vous disant d'abord que sur cette question du changement d'échelle, moi j'ai évolué dans ma vie, parce que quand j'étais plus jeune, je pensais que l'économie sociale allait se substituer purement et simplement au capitalisme. Et donc on aurait eu deux temps, le temps de l'économie marchande lucrative, et puis le temps d'après, qui était le temps d'économie sociale, et on avait remplacé l'un par l'autre, et on était dans le meilleur des mondes. Bon, je ne crois plus à ça. Par contre, je crois à la biodiversité économique. Vous avez parlé de la diversité, mais sous un angle plutôt, disons, scientifique, de production, etc. Je crois qu'il faut étendre cette idée de biodiversité à l'économie. Un territoire qui marche, c'est un territoire dans lequel il y a une biodiversité économique. Il y a des grands, il y a des moyens, il y a des petits, il y a des gens qui sont avec des formes de propriété familiale, d'autres formes coopératives. Et il faut travailler sur cette idée de biodiversité et qui pose pour vous tout de suite, quand je dis vous, c'est l'agriculture bio, la question des alliances. Parce qu'à partir du moment où on dit je ne vais pas me substituer au reste, ça veut dire qu'il faut pas que je reste tout seul, il faut que je bosse avec d'autres. Et c'est qui les autres pour vous? On ne pourra rien redire, mais bon, il y a le choix de ses alliés. Les collectivités locales, à mon avis, sont essentielles parce que finalement, l'agriculture conventionnelle a plutôt été liée avec l'État historiquement dans notre pays et les collectivités territoriales, pour des tas de raisons, sont des alliés. Mais c'est un sujet. Remarque introductive aussi, c'est le fait qu'après 35 ans dans le monde coopératif et d'économie sociale, on n'est jamais sorti de la tension entre son projet politique, sociétal, de transformation, et puis le modèle économique et les contraintes du modèle économique. L'économie sociale, c'est un chemin de crête. Vous êtes sur le chemin. D'un côté, vous avez un risque, c'est de vous banaliser.
de devenir comme les autres, de devenir une industrie du secteur bancaire, agricole, ou de l'autre, c'est ne pas tenir votre modèle économique et là vous plantez. Donc si je regarde ces deux risques, dans le domaine des banques coopératives, il y a eu de la banalisation, qui est en train de revenir. D'ailleurs c'est intéressant, si vous regardez, vous voyez que le crédit agricole, le crédit mutuel sont en train de revenir à leurs fondamentaux coopératifs. Je m'en réjouis. Et il y en a d'autres qui n'ont pas su tenir leur modèle économique. Par exemple, la CAMIF, elle s'est plantée. Elle s'est plantée, parce qu'elle n'a pas su évoluer économiquement. Donc on est toujours entre deux, et quelquefois même, on a les deux à la fois, c'est-à-dire on se banalise et on se plante. Ça a été les coopératives de consommation, qui ont voulu devenir des distributeurs comme les autres, et pourtant, pas totalement, mais très largement, plongé, en tout cas en France, par rapport à d'autres pays. Donc, en France, aujourd'hui, si je regarde par rapport à l'économie sociale, très vite, il y a trois endroits où il y a eu un changement d'échelle, c'est la coopération agricole, la coopération bancaire et la mutualité d'assurance. La coopération agricole, pour moi, les succès de ce changement d'échelle, c'est le sentiment d'appartenance agricole, des infrastructures d'accompagnement très fortes, et puis un lobbying politique considérable. La puissance d'expression politique de la coopération agricole est énorme. Pour les coopératives bancaires, c'est un autre facteur de succès, je ne vais pas les développer. Mais ce que je repère, c'est qu'il y a eu des dérives, enfin, il y a eu des cas où on s'est banalisé, et ce n'est pas tout le secteur qui se banalise. Dans les coopératives agricoles, il y en a qui sont restés fidèles et d'autres qui se sont banalisés. Les banques, je considère, je vais prêcher pour ma paroisse, que le crédit coopératif a essayé de ne pas se banaliser. Pourquoi il y a eu cette banalisation? D'abord, il y a une première chose que je voudrais dire très fort, c'est que de mon point de vue, la forme capitalistique a été essentielle. Donc la coopération agricole, là où il y a sujet, c'est quand il y a des filiales à forme de société anonyme avec des capitaux dedans qui font qu'on est moins dans un système coopératif et plus dans un système de capitalisme coopératif, comme le mot a été indiqué. Et pour un autre exemple que je connais bien, l'exemple de Natixis, des banques populaires, elles n'avaient pas échoué, mais par contre, quand elles ont voulu avoir une filiale cotée en bourse, Natixis, alors là, il y a eu des rapages. Donc, il faut faire très attention, j'en dirai un mot après, au mélange des genres entre la coopération et les formes de capitaux. Et puis l'autre aspect qui est fondamental, c'est le dérapage où on perd le projet, on perd les repères, et pourquoi les perd-on en général? C'est pour des problèmes de gouvernance. La gouvernance lâche le sujet, la gouvernance elle-même se banalise, les dirigeants techniques prennent le pas sur les dirigeants politiques, puisqu'il faut avoir un équilibre entre les deux, et à ce moment-là, on risque de passer dans une forme de banalisation. Et là, de ce point de vue-là, j'ai cité les mutuelles d'assurance. Je trouve que les mutuelles d'assurance, en particulier la Massif et la Maïf, la Massif qui est présente dans cette salle, sont des secteurs qui ont globalement bien su tenir la tension et l'équilibre. Et Gérard André, qui est un homme que j'estime beaucoup, le président de la Massif, dit il faut reconvoquer le projet à un certain moment. Il faut reconvoquer le projet. Il faut se reposer les questions de ce qu'on veut faire. Alors, je voudrais faire quelques remarques sur les conditions du changement d'échelle et puis comment ne pas perdre son âme quand on veut changer d'échelle, en essayant de dire pour la bio ce que ça peut vouloir dire. Première condition de changer d'échelle, il faut mener et gagner la bataille des idées. L'économie sociale n'a pas encore gagné la bataille des idées en France. Elle progresse, mais elle n'a pas gagné la bataille des idées. Je vous prends un exemple. Le labo de l'ESS a fait travailler des économistes classiques pour leur parler, c'est quoi l'économie sociale pour vous, les coopératives, etc. Et on est loin. La plupart des économistes que vous lisez dans le journal, que vous voyez à la télévision, ils ne savent pas ce que c'est que l'économie coopérative ou l'économie sociale. Ou s'ils le savent, ils en ont une vision idéologique ou une représentation. Donc la bataille des idées n'est pas gagnée. Et pour la bio, je pense que vous êtes loin encore d'avoir gagné la bataille des idées. Et il faut aussi savoir sur quel type de message vous voulez la gagner. Le sujet, c'est l'agriculture, c'est l'alimentation, c'est la santé, c'est le développement local. Comment est-ce qu'on arrive à fabriquer de ça quelque chose qui puisse passer? Parce que pour changer d'échelle, il faut que ça passe. Et donc, moi je crois que vous le faites à travers cette recherche, mais il faut s'occuper des leaders d'opinion, il faut s'occuper des gens qui font de la production intellectuelle, il faut s'occuper des dirigeants politiques. Deuxièmement, deuxième condition, travailler l'accompagnement.
Changer d'échelle, ça veut dire qu'il faut que les producteurs, enfin l'ensemble du système soit accompagné. Julien sait, puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble là-dessus dans le monde associatif, il y a des systèmes d'accompagnement qui se sont mis en place, et je pense que c'est très important pour l'agriculture bio d'avoir ces systèmes d'accompagnement, mais le problème c'est comment le finance-t-on? Parce que ça coûte cher. Si vous voulez passer de 4% à 20%, si vous voulez accompagner le système, c'est-à-dire permettre qu'il y ait des producteurs qui s'installent, les accompagner, leur trouver des réponses à leurs problèmes de financement, etc., eh ben, ça coûte cher. Et qui c'est qui va le payer, le coût de cet accompagnement? C'est un bon sujet. Moi, je pense que les collectivités territoriales devraient le faire. Je ne vois pas l'État en capacité de le faire. Peut-être qu'on peut avoir la ressource privée venant de la coopération agricole, par exemple, mais il me semble que les collectivités locales devraient le faire. Troisième condition qui est importante pour moi, si vous voulez changer d'échelle, c'est de travailler sur l'intensité capitalistique du secteur. Parce que passer de 4 à 20%, ça veut dire qu'il faut investir. Investir, ça veut dire qu'il faut avoir des capitaux. Et où va-t-on aller chercher des capitaux? Donc là, il y a soit éventuellement des aides à aller chercher pour faire cet accompagnement, mais aussi des fonds propres, enfin, du capital de l'investissement. Là, je veux souligner, vous y avez fait référence, Julien, qu'il y a une banque publique d'investissement qui se met en place. Il y a eu précédemment un programme d'investissement d'avenir, je ne sais pas si vous vous souvenez du grand emprunt de Sarkozy, c'est 35 milliards d'euros qui ont été... 35 milliards d'euros. Est-ce que l'agriculture bio s'est présentée au guichet de ces 35 milliards d'euros pour dire nous sommes des investissements d'avenir, nous, avec notre agriculture bio? Donc là, c'est le cas avec la Banque publique d'investissement. Il faut aller chercher ces financements. Bon, je ne veux pas détailler, mais il y a aussi tout ce qui se fait actuellement à travers la finance participative. Vous avez un très bel exemple avec Terre de Liens, qui est un exemple formidable, quand même, avec 25 millions de levées, je crois qu'ils sont même à 30 millions maintenant. C'est quand même magnifique. Il y a d'autres choses qui sont possibles autour de la finance participative pour financer ça. Alors, les précautions à prendre pour ne pas perdre son âme dans le changement d'échelle. La première, j'y ai fait référence, c'est la gouvernance. La plupart des projets qui échouent, qui se banalisent, pour moi, aujourd'hui, avec 35 ans d'expérience, c'est quand même souvent la gouvernance qui a été défaillante. Donc, il y a deux niveaux de gouvernance. Pour moi, il y a la gouvernance, disons, si on est dans des formes coopératives de l'entreprise coopérative, puis il y a la gouvernance du territoire. Sur la gouvernance des entreprises coopératives, je veux souligner ce que vous avez dit, Julien, c'est que je crois que les SIC, les coopératives d'intérêt collectif, sont un exemple extrêmement intéressant parce qu'ils ouvrent la gouvernance à d'autres acteurs. Un des problèmes de la coopération agricole, c'est sans doute d'être mono, et de la coopération bancaire d'ailleurs, ou d'autres, c'est d'avoir un seul acteur qui est représenté, c'est les agriculteurs, ou c'est les salariés dans les scopes, ou c'est les artisans dans une coopérative d'artisans. Dans la SIC, l'intérêt, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les parties prenantes. Il y a les consommateurs, il y a la collectivité locale, il y a des associations locales. Et donc de ça naît quelque chose qui, je pense, est extrêmement intéressant. Et là, vous avez sûrement des choses à faire, en particulier avec les collectivités locales, parce qu'on voit bien que sur les domaines de marché public, sur les domaines de santé, enfin, ce qui est sur Champagne-Ardenne, la restauration collective, il y a des partenariats à monter avec les collectivités locales où vous êtes, à mon avis, au tout début de l'affaire. Sur la gouvernance territoriale, ça, c'est ce passage finalement de la coopérative à la coopération. La coopérative, c'est un statut, c'est une forme. La coopération, c'est une méthode de travail, on travaille ensemble. Et là, je voudrais citer une chose qui sont les programmes territoriaux de coopération économique, PTCE. Quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il va y avoir un appel à projet lancé par Benoît Hamon et puis, je crois, un ou deux autres ministres. C'est sur un territoire donné que des acteurs se mettent à travailler ensemble. Le premier exemple le plus connu en tout cas, qui est identifié, c'est à Romans dans la Drôme, un plan de territoire de coopération économique entre des petites et moyennes entreprises dans le domaine de la chaussure pour relancer une activité dans un bassin, donc relocaliser, votre terme de relocalisation, qui faisait défaut. Voilà. Et le dernier point que je voudrais citer pour ne pas perdre son âme, savoir où on va si on veut changer d'échelle, c'est
c'est de mesurer à la fois de mesurer les impacts de ce qu'on fait et de rendre compte des impacts qu'on a, des impacts socio-économiques que l'agriculture bio a sur le territoire. C'est-à-dire d'être capable, pas simplement de dire voilà on veut changer d'échelle, mais de dire on mesure ce que ça donne. Je voudrais vous indiquer là-dessus que la loi économie sociale et solidaire va généraliser ce qu'on appelle la révision coopérative, que la coopération agricole connaît bien, et que l'année dernière il y a eu à Québec un sommet international des coopératives avec toute une série de travaux. Il y a eu des travaux très intéressants sur les impacts socio-économiques des coopératives. Et dans les documents qui ont été fournis, il y avait 3 catégories, disons, de critères. Un critère qu'ils avaient appelé régulation, dans lequel il y avait le nombre d'employés, le nombre de coopérateurs, le taux de survie des coopératives, l'argent qui est mis en réserve, la réaction face aux crises, donc toute une série de thèmes. Il y avait une deuxième série d'indicateurs qui était l'accès équitable aux biens et services. Donc comment la coopération permet cet accès équitable aux biens et services, donc les types d'offres de services, etc. Et puis un troisième qui est la diversité et l'inclusion. Donc en quoi la coopérative renforce la diversité et l'inclusion, donc l'aspect démocratique, éducation citoyenne, innovation, etc. Voilà. Et ça, la crédibilité de l'agriculture bio par rapport à ce changement d'échelle et à vos objectifs, la définition que vous avez donnée, c'est important d'avoir des critères d'impact et de pouvoir dire ce que c'est à la fois aux citoyens et à la puissance publique. Alors moi je ne sais pas de quoi vous disposez pour l'instant comme outil, mais il faut vraiment y travailler et voilà. Donc j'espère que l'agriculture bio va faire ce changement d'échelle et que la prochaine fois que je viendrai, enfin je ne serai peut-être plus là, mais vous serez à 20%. Je ne sais pas sur combien de temps vous avez quand même passé de 4 à 1%, mais sans jeter une note pessimiste, je suis dans l'économie sociale depuis 1978 et on devait être à 7-8% et on est à 10% aujourd'hui. Merci beaucoup.